Au Nigeria, la commission électorale organisera demain des élections tests dans certaines localités. La décision fait suite aux contestations des partis qui rejettent les appareils d'identification des électeurs. Des membres des deux parlements rivaux libyens ont repris jeudi des discussions indirectes au Maroc. L'objectif est de former à terme un gouvernement d'unité nationale en Libye en proie au chaos. Le film Timbuktu du réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako, qui décrit la vie dans le nord du Mali sous le règne des djihadistes, a récolté un tonnerre d'applaudissements au FESPACO de Ouagadougou. Bienvenue à tous dans cette édition du journal sur Sika. Au Nigeria, la commission électorale a annoncé ce vendredi qu'elle organisera demain des élections tests dans certaines localités du pays. Cette décision fait suite aux contestations enregistrées de la part de certains partis politiques qui ont réclamé la mise à l'écart des appareils d'identification des électeurs. Je vous propose de suivre ici les explications de Abdoulaye Issa, notre correspondant sur place. La commission électorale nigériane INEC vient d'annoncer la tenue des élections tests dans certaines localités du pays. L'annonce a été faite sur vendredi à Abuja, la capitale fédérale. Ceci intervient à la suite des contestations enregistrées ça et là de certains partis politiques qui ont demandé la mise à l'écart des appareils d'identification des électeurs appelés cartes RIDA. Ces élections tests se dérouleront dans 12 localités ciblées par la Commission électorale nationale INEC, à savoir dans la partie sud Ekiti et la région de Lagos, un peu à l'ouest Anambra et Boni, les régions du Delta, Rivers et plus au nord Bauchi, Kano, Kebbi, Taraba ainsi que Nasarawa feront partie de ces zones dites zones test pour les élections de samedi. Le président de la commission électorale, le professeur Ataïrou Jega, a dans un point de presse rappelé la lourde responsabilité qui lui incombe et son seul désir et souhait que ces élections se tiennent à bonne date dans la transparence la plus totale. Critiqué de soutenir le candidat de l'opposition, l'ancien général Mohamed Bouhari, qui vient de faire son retour au pays après un long périple en Grande-Bretagne, le président de la commission électorale INEC, le professeur Ataïrou Jega, a invité tous les Nigérians à cultiver l'esprit de paix et de continuer par accompagner les efforts de la dite commission. Il a insisté et rappelé que les dites élections se tiendront à bonne date, comme annoncé précédemment. Suite à cette annonce, plusieurs organisations de la société civile ont apporté leur soutien à la commission électorale INEC, tout en fustigeant le comportement des autorités nigérianes, dont le président Goodluck Ebele Jonathan, candidat à sa succession. Restons au Nigeria où le pasteur évangéliste TB Joshua va devoir coopérer avec la justice dans l'enquête sur les causes de l'effondrement meurtrier le 12 septembre dernier de l'un de ses immeubles à Lagos. C'est ce qui ressort de la décision qu'une juge de la Haute Cour de Lagos a rendue ce vendredi. Dans cette décision, elle a déclaré que la requête des avocats de TB Joshua relative à l'arrêt de l'enquête était rejetée. Le juge en charge de l'enquête a donc le pouvoir de convoquer quiconque susceptible d'aider à déterminer l'identité des victimes ainsi que le moment de la cause et de leur mort. Les résultats de l'enquête sont attendus d'ici une quinzaine de jours. Dernier jour de plaidoirie dans le procès Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. Selon Maître Toussaint Dako, l'un des avocats de la défense qui a plaidé l'acquittement ce vendredi, le procès de l'ex-première dame accusée d'être une protagoniste majeure de la sanglante crise post-électorale de 2010-2011 est celui du néocolonialisme français en Afrique. Voici les explications de Toussaint Dako, membre du collectif des avocats de la défense. L'acquittement, ça serait la meilleure solution. Ça pourra permettre aux rancœurs de s'estomper, ça pourrait permettre de pardonner véritablement et ça pourrait permettre de nous mettre ensemble pour que nous puissions faire évoluer la Côte d'Ivoire. On a besoin d'évoluer, on a besoin d'aller de l'avant, on a besoin de travailler en paix parce que tant qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. Et on ne peut pas tourner en rond avec les histoires de fusils, avec les bagarres inutiles, avec la violence. Qu'on se pardonne les uns les autres et que nous apprenons à vivre véritablement ensemble pour que nous puissions construire une véritable nation qui est faite de cette volonté de tout le monde d'être et de vivre ensemble.
Le Parti congolais du travail PCT au pouvoir au Congo a réitéré ce vendredi la nécessité de changer de constitution alors que l'opposition le soupçonne de chercher ainsi à offrir au président Denis Sassou Nguesso la possibilité de se représenter en 2016. Il faut signaler qu'au sein même de la majorité, quelques formations politiques ont pris leur distance vis-à-vis du PCT au sujet de cet appel. Des opposants et quelques organisations de la société civile dénoncent quant à eux des velléités de maintenir le président Sassou Nguesso au pouvoir et à bientôt 72 ans. Le dirigeant congolais doit terminer son deuxième et dernier mandat en 2016 selon la constitution en vigueur. Des membres de deux parlements rivaux libyens ont repris jeudi des discussions indirectes au Maroc. L'objectif est de pouvoir former à terme un gouvernement d'unité nationale en Libye, un pays en proie au chaos. Reportage. Une réunion entre les deux parlements rivaux libyens a débuté jeudi près de la capitale marocaine avec l'espoir de trouver une personnalité nationale pouvant diriger un gouvernement d'unité nationale. Cette rencontre qui se tient à Skira, une station balnéaire proche de Rabat, se déroule dans un état d'esprit positif et constructif selon l'émissaire de l'ONU en Libye qui tente depuis des semaines de rapprocher les deux parties. La rencontre doit se poursuivre vendredi. We are going to discuss in the coming days first of all the unity government. Nous allons discuter dans les prochains jours d'abord du gouvernement d'unité et ensuite des questions de sécurité. Ce sont les deux questions les plus urgentes. Nous allons aborder d'autres questions évidemment dans le cadre de nos discussions, notamment le calendrier des prochaines rencontres, mais ces deux éléments aujourd'hui sont notre priorité. Confiance dans la sagesse des Libyens. Je pense que les Libyens ont démontré plusieurs fois dans le passé qu'ils sont capables de se mettre d'accord entre eux quand ils veulent. Et je pense qu'ils sentent tous la pression qu'il faut faire ça maintenant parce que aussi la pression terroriste devient toujours la plus importante. Et j'espère que les États de la région et enfin de la communauté internationale en général soutiennent les Libyens. Rappelons que des représentants des deux parlements avaient déjà tenu le 11 février à Gadamès dans le sud libyen des discussions indirectes sous l'égide de l'ONU, les premières du genre depuis le lancement du dialogue national fin septembre 2014. Outre les violences impliquant les milices et les forces gouvernementales, la Libye est le théâtre depuis plusieurs semaines d'une série d'attaques revendiquées ou attribuées au groupe État islamique qui contrôle des pans entiers de territoire en Syrie et en Irak. Notons que le gouvernement libyen reconnu a de nouveau demandé mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU d'assouplir l'embargo sur les armes afin de lui permettre de mieux lutter contre les djihadistes. Au Soudan du Sud, beaucoup d'habitants victimes de la guerre civile ont fui vers Nial, une ville isolée à l'abri des horreurs de la guerre qui sévit depuis 15 mois. Même si ces populations sont loin des tirs, elles sont confrontées à d'autres difficultés, notamment les pénuries de nourriture. Reportage. Angeli Nagaï est aveugle et fragile. Après un périple d'un mois, elle est arrivée à Nayal, une ville isolée dans une vaste zone marécageuse du Soudan du Sud. Quand son fils aîné est tué dans un échange de tirs, victime de la guerre civile qui ravage ce pays, elle décide de fuir et de se réfugier dans cette région avec le seul fils qui lui reste. J'ai beaucoup souffert et la faim m'a pratiquement tuée. Je n'avais plus de jambes, je suis tombée. Je me suis relevée et je suis repartie. Je suis retombée. Et j'ai marché à nouveau. La ville de Nayal est à l'abri des horreurs de la guerre qui sévit depuis 15 mois entre les troupes du président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Mais les pénuries de nourriture sont fréquentes. Les inondations ont ravagé les cultures et les combats ont coupé Nayal des autres marchés. Comme beaucoup d'autres ici, Martha Niabora dépend de l'aide alimentaire parachutée dans la zone et le peu qu'elle arrive à cueillir dans le marais sert à nourrir ses 10 enfants. Nous n'avons pas de nourriture, nous allons juste dans l'eau ramasser des racines de nénuphar pour nourrir les enfants. Avec l'afflux de populations déplacées, la situation déjà difficile ici s'est encore aggravée. En 2013, la clinique a pris en charge 25 000 personnes. Ce chiffre a plus que doublé l'an dernier. Ici, pas de bloc opératoire et les malades les plus graves doivent être envoyés dans un autre hôpital pour être soignés. Lorsqu'il y a des cas compliqués, nous les signalons et ils doivent être transportés, certains par pirogue ou canoë. Ça prend 1 ou 2 jours et entre-temps, nous craignons qu'ils puissent mourir.
Certains sont encore plus isolés. Marie Nyayena a trouvé refuge l'année dernière sur une des nombreuses îles qui ponctuent le marais. Nous ne pouvons pas retourner dans notre village, car la crise continue et il n'y a aucun espoir que ça s'arrête. Donc je vais rester là jusqu'à ce qu'il y ait la paix. Une mère célibataire qui lutte pour nourrir sa famille, loin de la ville et de l'aide alimentaire qu'elle pourrait y trouver. Mais comme tant d'autres qui se sont établis ici, le choix pour Marie a été simple, la faim plutôt que la guerre. En Afrique du Sud, plus précisément au Cap, une femme accusée d'avoir kidnappé un bébé il y a de cela 17 ans a été mise aux arrêts et présentée à un juge. Mais le juge a décidé de la relasser ce vendredi contre une caution, considérant qu'elle n'a rien de monstre. La justice sud-africaine a rendu son verdict ce vendredi sur l'affaire de kidnapping d'un bébé produit il y a 17 ans au Cap. L'accusée, dont l'identité n'a pas été divulguée, a récemment été confondue par la famille biologique de l'enfant. Elle a été présentée au juge, qui, ne la considérant pas comme une menace, l'a laissée en liberté sous caution vendredi. La ravisseuse aurait enlevé l'enfant, qui avait à l'époque 3 jours à la maternité, et l'a élevé avec son mari. Depuis 17 ans, j'ai prié et Dieu a promis que je verrai l'enfant de mon enfant. J'ai pris la parole de Dieu et il m'a montré qu'il est génial. La jeune fille en classe de terminale aujourd'hui a été placée dans un foyer depuis que sa véritable histoire a été découverte. L'accusé a été libéré contre une caution de 5 000 rands, soit 380 €, avec l'interdiction de contacter la jeune fille. Elle risque en théorie 5 ans de prison, mais le parquet a fait savoir qu'un arrangement pourrait être trouvé si les deux familles arrivaient à s'entendre. L'audience sur le fond de l'affaire est fixée au 29 mai prochain. Le film Timbuktu d'Abderrahmane Sissako, qui décrit la vie dans le nord du Mali sous le règne des djihadistes, a récolté un tonnerre d'applaudissements au FESPACO de Ouagadougou. La fiction a attiré une grande foule. Plusieurs spectateurs venus des heures avant la projection n'ont pu entrer dans la salle. Les images. 7 fois primé aux cérémonies des Césars en France et nommé dans la catégorie meilleur film étranger à la cérémonie des Oscars aux États-Unis, Timbuktu, le film du réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako, était attendu à la 24e édition du FESPACO à Ouagadougou. Les 400 places de la salle de projection ont été prises d'assaut et ce malgré les patrouilles de la police dues au contexte particulier du film. Timbuktu raconte la vie quotidienne dans le nord du Mali sous la coupe des djihadistes qui l'ont contrôlé plusieurs mois entre 2012 et 2013. Je trouve extraordinaire cette affluence. Je pense que le FESPACO a eu raison de programmer le film Timbuktu. Et la population de Ouagadougou a bravé tout ce qu'on pouvait avoir comme peur pour être là pour la liberté d'expression. C'est extraordinaire. Le film là, c'est trop émotionnel parce que vous voyez, moi déjà j'ai des larmes aux yeux. Parce que je pense que les gens doivent prendre ce film là au sérieux parce que c'est un très grand film. Les gens doivent savoir que c'est la réalité. C'est ce qu'on a vécu, c'est pour ça que j'ai des larmes aux yeux aujourd'hui. Le film a atteint son objectif, réussir à rassembler des hommes et des femmes de tout rang sur le sujet d'actualité que constitue la prise d'otages et le djihadisme en Afrique. À travers le FESPACO, c'est comme si c'est toute l'Afrique qui regardait ce film ce soir. Et ça a même pris du temps parce que le film était un peu partout dans le monde. Et ça n'arrivait pas encore de façon forte en Afrique. Et ce soir, croyez-moi, j'ai jamais été aussi ému et bouleversé et touché. Donc pour moi, cette projection est une victoire en soi. L'édition 2015 du FESPACO est la première depuis la chute du président Blaise Compaoré en octobre dernier, à la suite d'une révolte populaire. Ce sera tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis.